Pourquoi internet est devenu l'endroit où on critique le plus au monde et où pourtant la critique a le moins d'effet? Comme vous le savez peut-être, moi ça fait 7 ans que je crée du contenu sur internet. En réalité, ça fait 7 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, mais avant ma chaîne YouTube, j'avais déjà un blog de mode. J'ai ouvert mon premier blog fashion à 14 ans. Donc ça fait longtemps que je partage mes opinions, mes avis, mes idées sur internet, mais aussi que je suis de l'autre côté, que je suis consommatrice, j'aime pas ce mot, mais qu'en tout cas, bah voilà, je suis des personnes, je passe beaucoup, beaucoup de temps sur internet. J'adore internet. En fait, cette vidéo est née d'un sentiment que j'ai eu il y a 6 mois quand j'ai posté ma vidéo sur pourquoi les femmes s'habillent comme les ados là. Et cette vidéo a fait beaucoup plus de vues qu'à l'accoutumée. Je pense que j'ai 40 000 vues sous cette vidéo, alors que d'habitude, sur YouTube, j'ai 10 000 vues par vidéo. Et en fait, ça m'a tout de suite fait remonter un stress. Et je me suis rendu compte, après l'avoir postée, que j'étais pas sûre de ce que j'avançais dans cette vidéo, que j'étais pas sûre des questionnements que ça reflétait. Enfin voilà, que j'avais peut-être aussi l'impression de participer à cette énorme pollution numérique où bah, finalement il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui sont postées moins sur YouTube que sur TikTok, mais vous voyez l'idée. D'autant plus que ça a été un moment de transition professionnelle pour moi. Du coup, j'ai commencé à essayer de tenir un espèce de calendrier, notamment sur Instagram et sur TikTok. J'ai essayé de me dire, ok, il faudrait que je poste 2 vidéos courtes par semaine. Et puis au bout d'un moment, j'ai un peu pété un cable. Je me suis dit, mais pourquoi en fait? Moi, ce que je souhaite faire depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est de produire une critique de la mode, une critique des apparences par le biais de la philosophie, de la sociologie, des sciences humaines et sociales. Or, j'ai l'impression qu'il est absolument impossible de produire une critique valable sur Internet en obéissant aux algorithmes. J'ai lu un bouquin qui est génial, qui s'appelle Critique en crise de Fanny Lederlin. Fanny Lederlin, c'est une meuf qui a été, je crois, responsable de la communication dans une grande marque. Bon, bref, un job comme on en a à la pelle à Paris, et qui, à 40 ans, a fait une crise de la quarantaine existentielle et qui a tout plaqué pour passer son agrég de philo et devenir chercheuse. Et j'ai lu ce bouquin, et franchement, c'est fantastique. Et il y a plein de clés. Et donc, vraiment, c'est elle qui va nous accompagner pendant toute cette vidéo. D'abord, déjà, pour définir ce qu'est la critique, Fanny Lederlin décrit la critique comme étant en fait une mise à l'épreuve, c'est-à-dire que c'est grâce à la critique qu'on se libère des tutelles traditionnelles à partir desquelles on a l'habitude de penser et d'exister. La religion, la famille, le travail, ces instances qu'on n'a pas l'habitude de remettre en question et qui jalonnent nos existences en fait. La critique permet de les interroger et même peut-être de les mettre à mal. Pourquoi aujourd'hui la critique, et notamment sur Internet, ça ne marche plus, alors qu'on est à une époque où il n'y en a jamais eu autant? C'est la grande question qu'on va se poser aujourd'hui. Installez-vous confortablement. On y va. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Bisous. Fanny Lederlin, dans son bouquin, parle d'un autre livre, d'un autre essai qui s'intitule Le nouvel esprit du capitalisme. Il a été écrit par Boltanski et Chiapello, qui sont deux sociologues français. Chiapello et Boltanski parlent d'un mécanisme récurrent de nos jours, qui est le mécanisme de captation de la critique par le capitalisme. Boltanski et Chiapello nous apprennent qu'en fait, le capitalisme est très doué pour s'approprier les concepts de la critique. Par exemple, la liberté, l'autonomie, l'émancipation. Toutes ces grandes idées, tous ces grands concepts de la critique, et le capitalisme se les approprie pour les transformer, et notamment transformer leur, je cite, portée déstabilisatrice en dynamique d'amélioration et au bout du compte de confirmation de l'ordre économique et social établi. Alors pourquoi le capitalisme fait ça? Parce que le capitalisme, pour continuer d'exister, a besoin non seulement de la dépendance matérielle des gens, mais aussi de leur adhésion spirituelle. Il ne suffit pas qu'on donne tout notre temps
au travail, un travail dont on est dépossédé. Il faut aussi qu'on y croit, qu'il y ait tout un système de valeurs, une idéologie, à laquelle on va adhérer. C'est tout le principe de la méritocratie en réalité. Et l'une des premières choses que le capitalisme a captées et a récupéré de la critique, c'est la lutte pour la reconnaissance. Fanny Lederlin, elle explique qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de pans de la critique contemporaine qui passent par le biais de cette lutte pour la reconnaissance. C'est le cas notamment des mouvements féministes, des mouvements antiracistes, LGBTQIA+, mais aussi du véganisme, de l'antispécisme, etc. Tous ces mouvements, leur critique de la société passe par le biais d'une lutte pour la reconnaissance de leurs droits, de leur existence, au même titre que les autres citoyens, etc., etc. Et c'est une lutte qui est beaucoup motivée par l'idée aussi du progrès, par une force morale, par l'idée que la société va se réaliser éthiquement, en fait. Or, Fanny Lederlin, elle dit qu'il y a deux problèmes avec finalement cette théorie, cette lutte pour la reconnaissance. Le premier, c'est la dimension téléologique, qui est propre d'ailleurs et sous-jacente à toute idée du progrès en fait. L'idée que l'émancipation des gens est croissante, qu'on va toujours vers le bon, vers le mieux, etc. Surtout qu'aujourd'hui, cette dimension téléologique est vachement récupérée par une idéologie néolibérale dans une optique d'amélioration de soi, d'amélioration de ses conditions de vie. Tout ça pourquoi ? Pour une meilleure attractivité sociale. Bravo. Aussi pour une deuxième raison, le capitalisme va pousser des personnalités d'exception. Des gens qui ont réussi, en fait, à la sueur de leur front, en dépit de toutes les conditions sociales qui devaient les vouer à ne pas réussir. Et ça permet de faire tenir tout ce système idéologique, en fait. Et ce système, et c'est là où c'est un danger, ne permet pas du tout d'éradiquer les hiérarchies sociales et politiques. Au contraire, il les alimente, en fait. En nommant quelques personnes d'exception comme ça, qui ont bravi les interdits, ça permet de viser le remplacement des dominants par quelques personnes stratégiques issues de minorités, qui elles-mêmes deviennent dominantes, plutôt que de remettre en cause la domination et pire, l'exploitation. Et déjà ça nous permet de comprendre à quel point aujourd'hui, il est difficile de produire une critique qui ne soit pas récupérée, qui ne soit pas au service du capitalisme en fait et de l'ordre néolibéral. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est vraiment empêtré dans un système où le capitalisme est tellement sournois qu'il réussit à s'emparer de tous nos outils critiques et que nos outils critiques sont insuffisants. Pourquoi sont-ils insuffisants? Aussi parce qu'ils jouent le jeu de l'individualisme. Et notamment par le biais de cette lutte pour la reconnaissance. Et ça, c'est un truc qu'on a beaucoup vu récemment avec ces débats entre les bisexuels et les lesbiennes. Alors, pour un peu de contexte, parce que je pense que tout le monde n'est pas chronically online, même si moi je le suis et je pense qu'une partie de mon audience l'est aussi. Tous les ans, sur Internet, on a le droit à un débat entre les personnes lesbiennes et les personnes bisexuelles, mais surtout les bisexuelles qui se plaignent beaucoup du fait qu'elles ne se sentent pas acceptées au sein de la communauté queer. Et là, il y a eu récemment plusieurs posts qui ont beaucoup fait débat. Il y a une meuf qui a fait une BD dans laquelle elle disait que quand elle parlait à ses copines lesbiennes de son mec alors qu'elle-même est bi, elle se sentait tellement jugée, elle se sentait pas dans une safe place. Il y a eu un autre post d'une meuf qui a parlé du fait qu'elle était en soirée queer avec son gars alors que tous les deux ils sont bisexuels et qu'elle l'embrassait et qu'elle se sentait trop mal regardée. Grosso modo, il y a souvent des posts de personnes bisexuelles qui se sentent marginalisées au sein de la communauté queer, qui ne se sentent pas les bienvenus, qui se sentent mal regardées, etc. Moi, je parle du point de vue d'une personne bisexuelle. Moi, je suis bi. Cela dit, ça fait 4 ans que je suis dans une relation hétéro, donc le côté bi de ma personnalité n'est pas à son must, mais bon, je sais ce que c'est quand même que d'avoir des relations avec des hommes et des femmes, d'être dans un rapport au monde, je pense, un petit peu différent. Et ça, j'y crois vraiment, que du coup, tu es dans un rapport aux gens et au désir qui est différent, qui est au propre aux personnes bisexuelles, etc. Par ailleurs, je trouve que toutes ces remarques-là, des personnes bisexuelles qui s'ostracisent elles-mêmes et se victimisent, elles sont mais inaudibles. En fait, le fait que ces personnes, leur désir ardent
d'être reconnus, c'est pour ça qu'on dit lutte pour la reconnaissance, par leurs pairs, par la communauté queer comme étant l'un des leurs, les rend aveugles au fait que leur propre existence au sein de certains espaces peut en irriter certains, et notamment certaines, les lesbiennes, qui ont finalement peu d'espace pour faire communauté. Et ça, je trouve que c'est non seulement un manque d'empathie, mais aussi un manque de lucidité énorme. Comment ça, toi, qui est en couple, qui est bisexuel, qui est un couple avec un homme, littéralement, moi, ma situation, tu peux embrasser pécho ton gars partout dans la ville, partout dans les transports en commun. Quand tu arrives dans un hôtel, personne va te faire chier. N'importe quel pays du monde, tu peux aller le visiter, prendre la main de ton compagnon. Ah, peut-être qu'à une soirée, tu as essuyé 2 regards un peu vénères. Enfin, bon, je crois qu'il s'agit de doser. À même pas 1 an des élections, participer à la diabolisation des meufs lesbiennes, je trouve que c'est vraiment pas ce dont on a besoin à gauche. Pour moi, ça montre vraiment que la lutte pour la reconnaissance, déployée comme arsenal critique néolibéral, ne fonctionne que pour valoriser la liberté individuelle de quelqu'un. Comment ça, j'ai pas le droit de pécho mon mec en soirée queer? C'est une lutte qui est dépourvue de toute obligation collective et qui donc, à force en fait, finit par nous monter les uns contre les autres ou pire, à nous isoler. Bref, il faut que je boive un peu de café. My God. Un autre truc dont Fanny Lederlin parle, qui montre un peu les dérives de cet individualisme au sein de la critique contemporaine et du coup, ce qui la rend, la critique contemporaine, tellement facilement récupérable par le capitalisme et le néolibéralisme, elle prend pour exemple l'échec cuisant de la critique écologique. En période de canicule, je pense qu'il est aussi important d'en parler. En gros, Fanny Lederlin, elle dit que ça ne marche pas du tout, cette critique écologique, parce qu'elle passe beaucoup par le biais de la responsabilisation et donc d'une forme d'individualisation de cette lutte. Chaque consommateur doit faire attention, trier ses déchets, blablabli, blablablou, et on ignore complètement les logiques collectives dans lesquelles chaque individu est pourtant pris. Et en fait, elle parle d'un truc qui est hyper éclairant, je trouve, qui est une contradiction propre à nos existences néolibérales, c'est-à-dire que les principes éthiques régulent complètement nos vies à nous d'individus. On doit être exemplaire, on doit trier nos déchets, ne pas prendre l'avion, être des bonnes personnes, etc. Mais nous subissons des modes de vie qui échappent à tout contrôle éthique ou même démocratique. Nous subissons des modes de vie qui, eux, ne sont pas du tout en accord avec ce qu'on essaye de mettre en place dans nos existences individuelles, quoi. Et donc ça crée une espèce de dissonance cognitive qui est très dangereuse parce que Fanny Lederlin nous dit que à force de signer des pétitions, de partager en story des cagnottes, de boycotter certaines marques, de ne pas prendre l'avion, de trier ses déchets, tous ces trucs-là, tous ces gestes qu'on fait au quotidien, on déploie en fait un effort de dingue à être exemplaire, éthiquement, à faire de notre vie une œuvre critique. Mais du coup, on n'a plus de place ni d'énergie pour, à grande échelle, critiquer le monde. Et ça, c'est un véritable danger, en fait. On se focalise sur des trucs locaux de nos existences. Et ça, Fanny Lederlin nous dit que c'est une vision nombriliste de l'éthique. C'est ce qu'elle appelle, en fait, la domestication de la critique. On se change soi-même au lieu de changer le monde. Par ailleurs, il y a une spécificité aussi à Internet qui fait que la critique ne fonctionne plus. C'est évidemment la saturation. Fanny Lederlin appelle ça l'ordre du plein. En gros, aujourd'hui, tout le monde, en fait, on a pris pour acquis le fait que tout le monde peut critiquer, que tout le monde peut allumer son téléphone. Et c'est littéralement ce que je fais, hein, donc je dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que par ailleurs, il y a vraiment un truc très démocratique à ça. Et je pense aussi à je sais pas, pour moi, un truc anthropologique là-dedans que je trouve intéressant, en fait, de témoigner de notre existence et de témoigner du temps présent, en fait. Bref, donc c'est pas forcément négatif ce que je dis, mais aujourd'hui, on a complètement pris pour acquis, justement, et ça va de soi, dans le paysage médiatique, que chaque avis est crédible, audible, que tout le monde peut prendre la parole, que par ailleurs tout le monde peut même être invité sur un plateau télé, sur un média type Combini. On partage littéralement quotidiennement des critiques qu'on fait, des choses qu'on voit, qu'on mange, qu'on boit, qu'on écoute, etc. La conséquence de ça, c'est une forme de saturation. Il y a trop de tout. Et Fanny Lederlin, elle a cette phrase que je vais vous lire, elle dit « Dans l'ordre du plein,
tout se produit, se consomme, se ressent, se pense, se défend, se réclame, s'obtient, se jette, se récupère, s'incorpore et se digère, les obligations comme les interdits, les droits comme les devoirs, les pleins comme les creux. Et ça, elle dit que ça rejoint aussi un idéal d'intensité qui est propre aux existences et aux sociétés néolibérales. Il faut absolument que notre vie soit intense, qu'on fasse plein de choses, qu'on aille le plus loin possible quand on part en vacances, qu'on fasse des tours du monde, qu'on fasse des marathons, qu'on voit 200 films par an ou que sais-je. Enfin, oh my god. Putain, c'est fatigant. Et je sais pas si vous, parfois, vous avez ce sentiment où vous avez juste envie que tout s'arrête. Mais pas de mourir, juste que tout s'arrête. Je vous jure que des fois, j'ai envie de prendre mon téléphone et de le piétiner, quoi. Donc, même s'il y a des critiques qui sont bonnes et qui sont produites sur Internet, nous sommes complètement inaptes à les recevoir parce que c'est dans un flow, dans un flux de choses qu'on ne va même pas digérer, qu'on va oublier à peine, voilà, on passe, on swipe en bas, quoi. Et il y a deux conséquences désastreuses à ça. C'est la course à la hot take. Deuxième conséquence, l'anti-intellectualisme. En fait, les gens face à certaines hot takes, à toute cette profusion de critiques, cette saturation de critiques sur Internet, vont avoir tendance à dire it's not that deep. Ah, mais c'est pas si profond, mais c'est pas si grave, mais allez toucher de l'herbe, vous, les gauchias, c'est pas un vrai sujet. Quand tu parles de poils, les meufs et les gars sont tout de suite en mode non, mais il y a des femmes qui se font exciser, hein, c'est pas un vrai sujet, les poils. Quand on parle de mode dans un monde qui brûle, oui, mais c'est pas un vrai sujet. Enfin voilà, il y a très très vite des replis anti-intellectuels en fait, qui sont très dangereux aussi, euh, notamment dans un monde où la recherche n'a jamais été autant mise à mal et aussi peu soutenue par l'État. Pour reprendre ce truc de la cause des bisexuels. Et par ailleurs, j'ai vraiment pas envie qu'on comprenne mal mon message. Je comprends complètement que les bisexuels peuvent se sentir isolés dans la communauté queer parce que, et c'est vraiment de l'avoir vécu et d'en avoir parlé aussi à une très bonne amie à moi qui est aussi bisexuelle, c'est vraiment un truc bizarre, c'est un truc d'entre-deux chaises, cette existence en fait. C'est très étonnant, surtout au début, quand tu l'expérimentes au début. Donc c'est pas du tout pour pointer du doigt les personnes bisexuelles, parce que je comprends qu'il y a un inconfort déjà existentiel en fait, mais aussi politique à habiter ce rôle en fait, qui est entre deux. Je comprends complètement. Toutefois, je pense que on en vient à des trucs qui sont du discours sur du discours sur du discours et qui font qu'on se monte contre son propre camp. Par exemple, j'ai lu des extraits de la préface du livre Bi, et c'est peut-être pas très intègre intellectuellement de ma part parce que j'ai pas tout lu. J'ai même pas lu tout le bouquin, donc ça se trouve le bouquin est génial et il y a des trucs qui s'annulent par la suite. Mais cet exemple, il est assez parlant dans ce que je dis. En gros, au bout d'un moment dans cette préface, les auteurs et les autrices, que par ailleurs sont des gens que je suis et dont je trouve le travail très chouette, affirment que ne pas avoir d'insultes propres aux personnes bisexuelles serait une discrimination, serait la preuve de leur discrimination. C'est un non-sens total à mes yeux. La seule chose que ça prouve, le fait que les personnes bi n'aient pas d'insultes à eux, au contraire des gays ou des lesbiennes, c'est que quand ils se font insulter par les insultes des gays ou des lesbiennes. Et que donc, ce qu'ils expérimentent, c'est de la lesbophobie ou de l'homophobie. Donc ça, pour moi, annule toute leur take de biphobie. En tout cas, c'est mon avis. C'est vraiment mon avis et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça se trouve, je vais me faire allumer, j'en sais rien. Un autre truc dont Fanny Le Derlin que je trouve passionnant, qui participe du fait que la critique ne fonctionne plus, c'est ce qu'elle appelle la pensée positive. En gros, parce que ça nous fait du bien, c'est legit. On va se justifier plein de comportements parce qu'ils nous font du bien. Se faire livrer des sushis à domicile, faire du télétravail, faire du yoga chez soi plutôt que de s'inscrire dans un truc collectif, aller un week-end en avion à Milan. Ce sont des choses bienfaitrices et confortables qui nous aident à mieux vivre. Et en fait, elles nous bloquent complètement dans notre capacité à voir le côté irrationnel du capitalisme, l'exploitation du travail, l'aliénation, la destruction de la nature.
Et ça, c'est accompagné de toute une production culturelle, qu'il s'agisse des feel good movies, aux livres de développement personnel, à toutes ces pratiques très américaines. Je ne sais pas si les Français le font tant, mais qu'on a mis en place de carnets d'écriture. On doit écrire ce pourquoi on est grateful tous les matins. Ah, je suis reconnaissant parce que j'ai un toit sur la tête, etc., etc. Tout ça participe d'une forme de dissolution totale de la négativité dans le monde. Or, il est absolument nécessaire de ressentir de la négativité pour pouvoir critiquer le monde et donc le changer. Tout à l'heure, je vous parlais des algorithmes et j'en peux plus des algorithmes. Franchement, c'est un enfer, les algorithmes. Je regarde une vidéo de bébé, je tombe dans un trou, dans une spirale. J'ai plus que des vidéos de gamins, c'est terrifiant. En fait, Fanny Lederlin en parle beaucoup dans son bouquin. Elle dit que l'appareil algorithmique, c'est le règne absolu de la raison totalitaire, du fonctionnalisme, du rationalisme. C'est un régime de l'efficacité, de la fonctionnalité, du calcul. L'appareil algorithmique nous entraîne à devenir des sujets prévisibles. Et si on est prévisible, on est plus facilement gouvernable aussi. Et ça, c'est vraiment véridique et vérifiable. Je veux dire, il n'y a plus rien aujourd'hui d'organique dans nos vies sociales et culturelles. Tout ce qu'on voit, les recommandations culturelles qu'on peut voir sur Instagram ou sur TikTok, les critiques justement qu'on consomme sur TikTok, etc., ce sont parce qu'on a fait 2 clics plus haut d'une certaine manière. On ne regarde que des choses qui nous sont destinées. Et ça, c'est non seulement, pareil, je pense dangereux parce qu'un peu antidémocratique, mais aussi profondément déprimant. Je veux dire, j'ai pas seulement envie de regarder des choses qui me sont destinées, en fait. J'ai aussi envie de regarder, de tomber sur des trucs dont je suis pas totalement la cible. Parce que ce que ça participe à faire, cet appareil algorithmique, ça participe à créer des bulles, des entre-soi, comme est un entre-soi cette chaîne YouTube. On est entre nous, on a les mêmes goûts, on a je pense, plus ou moins les mêmes convictions. On est embarqué dans une boucle infinie du moi, c'est les mots de Fanny Le Darlin, dans une autopropagande invisible où chacun finit par s'endoctriner avec ses propres idées. Et ça, c'est aussi le fait, enfin, le règne du blocage. Les gens qui bloquent systématiquement. Alors oui, évidemment, bloquer des gens qui ont des propos antisémites, racistes, misogynes, enfin évidemment, on n'a pas forcément envie, quand on est sur internet, de se faire insulter ou de lire des trucs horribles, tu vois. Mais par contre, bloquer dès qu'il y a un petit avis virulent, un petit avis qui n'est pas comme le même, pour moi, ça pose vraiment problème. Il faut que ces avis coexistent. Donc oui, cet appareil algorithmique, il façonne un monde à notre image, où tout est fait pour nous ressembler, où on nous suggère des profils qui nous ressemblent, quoi, et où du coup, l'expérience du commun est impossible. L'expérience de l'altérité est impossible. Donc c'est profondément antisocial, en fait, les réseaux sociaux. Par ailleurs, un autre truc qui me rend folle sur les réseaux sociaux, à cause de l'appareil algorithmique qui est fait comme ça, on a pris l'habitude de réagir et non plus d'agir, de contredire plutôt que de dire. Et ça, c'est vraiment toute la culture React, des React. Régé le gorilla et tous ces gars-là qui font que du React, du React, du React. Ça m'énerve parce que ça produit rien. On ne crée plus rien. On ne crée pas de pensée originale. On ne crée pas des idées. On ne crée pas de point de vue, en fait. On se sert de trucs et on fait du slop, quoi. Là-dessus, 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 ça s'empile. Parfois, ça peut être pertinent. Et parfois, par exemple, il y en a un que j'aime bien, il s'appelle, alors il a changé de nom, c'est un chercheur que j'aime bien, et lui, il le fait de manière intelligente. Donc ça peut être très bien fait, mais la plupart du temps, franchement, on souffle. Alors voilà, je fais que critiquer, justement, depuis tout à l'heure. Mais comment faire? Comment faire pour que la critique ait à nouveau du sens et pour qu'on puisse à nouveau être à même de la recevoir? Parce qu'il y a aussi ça, on produit énormément de critiques, tout en chacun, et pourtant on n'a jamais été autant susceptible. J'ai lu 2 textes récemment qui m'ont donné des idées, qui m'ont donné notamment des outils en fait. Le premier, c'est un texte d'Audre Lorde, qui est une poétesse et une professeure de
littérature afro-américaine qui a écrit ce texte, Les outils du dominant, en 1979. En fait, elle a participé à un colloque pour l'anniversaire du deuxième sexe, où elle a été invitée en last minute. Et c'est le seul panel de tout le colloque en 79 où les femmes noires et lesbiennes ont été invitées. Comme si elles ne pouvaient parler que depuis cette spécificité qui est la leur, c'est-à-dire être noire ou être lesbienne, quoi. Et qu'elles ne pouvaient pas prendre part aux discussions globales sur l'existentialisme, l'érotisme, le désir, etc. Et elle a cette phrase qui est assez connue en anglais, je vais vous la lire. For the master's tools will never dismantle the master's house. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les outils conceptuels et politiques produits par les structures de domination ne suffiront jamais à abolir ces structures de domination. Sauf que ça, aujourd'hui, on l'a vu dans toute cette première partie de vidéo, c'est hyper compliqué, encore plus qu'à son époque à Audre Lorde, parce que les outils facilement accessibles pour nous, c'est ça, c'est les outils de la domination. Ce sont des réseaux sociaux qui sont dirigés par des multimillionnaires, si ce n'est milliardaires. Ce sont des livres publiés dans des maisons d'édition qui appartiennent à Bolloré et Tutti Quanti. Enfin, franchement, aujourd'hui, on est dans un monde où il est vraiment, vraiment compliqué de ne pas utiliser les outils des dominants. En tout cas, ce que nous dit Audre Lorde et qui est absolument fondamental, c'est qu'il faut partir de nos différences, faire avec elles et pour elles, en fait. Sauf que ça, c'est pareil, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui et que tous ces discours d'Audre Lorde sont compliqués à mettre en application aujourd'hui, notamment sur Internet, parce que sur Internet, tout est binaire. C'est j'aime pas, en fait. C'est soit genre, je vois des vidéos horribles sur mon feed, soit je suis obligée de les bannir et donc de ne plus du tout les voir, quoi. Et sur ce truc de faire à plusieurs et de faire à partir de nos différences et de nos pluralités, il y a un autre texte qui résonne par rapport à ça, qui a été écrit par Donna Haraway, qui est une chercheuse très féministe, dans lequel, et d'ailleurs je vous le mettrai en bio parce que je crois que je l'ai en PDF, enfin bref, de toute façon toutes les références sont en bio comme d'habitude, dans lequel elle dit que l'enjeu, c'est absolument de déconstruire l'idée d'une vérité objective et scientifique universelle, en fait. Elle dit qu'il faut absolument, je cite, développer des savoirs partiels, localisables, des critiques qui maintiennent la possibilité de réseaux de connexion qu'on appelle solidarité en politique et conversation partagée en épistémologie. Moi, ma chaîne, mes vidéos sont évidemment partielles, situées depuis moi, mon point de vue, mes œillères, mes expériences, mes forces, mes faiblesses, mon background social. Et on a besoin, en fait, d'une multitude de perspectives partielles pour exister dans un écosystème plus grand que nous, dans un écosystème complexe, collectif, en fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi, mon objectif, c'est un petit peu de développer une méthode, une forme de charte éditoriale, en fait, une forme de liste de prérequis avant de publier une vidéo, de me poser plein de questions, toujours les mêmes. Est-ce que, voilà, cette question, je me la pose vraiment? Est-ce que c'est pas juste un prétexte pour rebondir sur un truc d'actualité qui a été déjà traité par 25 autres influenceurs? Est-ce que je suis d'accord avec ce que je pense? Et sinon, est-ce que quand même c'est justifié? Voilà, une liste vraiment de prérequis en fait avant de publier une vidéo. Et ce que j'aimerais faire dans cette charte éditoriale, c'est aussi de faire une liste de prérequis pour les personnes qui reçoivent les vidéos, de questions à se poser avant d'adhérer trop facilement ou au contraire de critiquer trop facilement telle et telle vidéo. Si vous avez des idées de points qui pourraient être intéressants à prendre en compte dans cette forme de charte éditoriale, avant de poster des critiques ou de critiquer soi-même sur Internet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et ça peut tout à fait prendre la forme d'un Google Doc partagé où chacun peut mettre ses idées, enfin j'en sais rien, mais ça peut être un outil un peu collectif, quoi. Enfin voilà, et du coup, moi ce que je disais avant, c'est que j'ai aussi envie de plus commenter les vidéos, parce que j'en ai marre aussi d'être toujours dans cette majorité silencieuse qui commente très peu, je pense se sortir aussi de cet état de passivité. Donc ça, c'est un peu les idées que j'ai, en tout cas pour moi, changer mon rapport à Internet, parce que comme je vous le dis, franchement, j'ai eu un moment où j'ai un peu été étourdie par ce truc, par ce système, et je crois qu'il faut que je m'en protège, et que je me protège aussi de ne pas tomber dans ces trucs horribles algorithmiques, il faut avoir des hooks
c'est-à-dire des accroches hyper, voilà. Alors bien sûr qu'il faut avoir une accroche parce que bon, il faut quand même que les gens, ça les intéresse, tu vois? Mais des fois, c'est tellement factice et superficiel que je sais pas, ça me fout la flemme, quoi. Donc j'ai plus envie de me foutre la flemme et d'avoir la flemme dans mon rapport à internet parce que c'est un outil que j'adore. Aussi, ce que je me suis dit face à ce constat de on est de plus en plus prévisible, en fait, c'est qu'on a besoin de plus de création, de plus d'imaginaire, plus que jamais. Et je crois que c'est aussi pour moi un moment dans ma vie où j'ai repris notamment l'écriture. J'écrivais plus alors que moi j'ai toujours beaucoup, beaucoup écrit. Là, j'ai repris un projet d'écriture et franchement, ça m'emmène vraiment à des endroits de surprise, de plaisir aussi. Aussi, j'ai l'impression qu'en fait, pour essayer d'inventer et créer un nouvel ordre social, ce que tend à faire la critique, hein, il faudrait savoir ce qu'on aimerait dans celui d'après, en fait. Il faudrait donc avoir de l'imagination pour faire péter toutes les fenêtres d'Overton. Et j'étais tombée sur un TikTok où le gars disait, mais en fait, à gauche, on a ce problème où on va toujours se battre contre. On se bat contre la réforme des retraites. On se bat contre un tel truc, un tel truc, un tel truc, au lieu de se battre pour la retraite à 55 ans, au lieu de se battre pour la semaine à 4 jours, au lieu, en fait, d'essayer d'imaginer des manières de rendre notre société meilleure, plus agréable, respirable, quoi. C'est hyper important d'injecter de l'utopie là-dedans, en fait. Et tant pis si on nous dit, et si on me dit d'ailleurs que je suis naïve. J'avais cette discussion au bar la dernière fois avec des copains et je leur demandais, dans un monde idéal où il n'y aurait pas le travail, où le travail n'existerait pas, qu'est-ce qu'ils feraient de leur journée? Et genre, personne n'a été capable de répondre. Tout le monde était en mode non mais on a besoin du travail quand même et de toute manière bah on aurait besoin de travailler parce que sinon qui ferait les poubelles et tout. Personne n'a réussi à imaginer un monde qui politiquement ne tiendrait pas mais juste pour faire marcher notre imaginaire. Et j'ai trouvé ça hyper révélateur. J'ai eu la chance de participer à une résidence d'écriture récemment et on avait des exercices d'écriture à faire. Et franchement, ça peut prendre 30 minutes. Ça peut être 30 minutes dans la semaine. Vous notez des mots dans votre semaine, soit les mots que vous n'avez pas compris, du coup vous allez chercher la définition, soit un mot qui vous a plu, machin, et ensuite vous essayez d'écrire en 25 minutes. Vous mettez un chrono à la main, pas sur l'ordinateur, un texte avec ces 5-6 mots qui vous ont plu pendant la semaine. Et en fait, ça fait marcher le cerveau autrement. On fait du sport, on se dit toujours qu'il faut aller faire du jogging, machin et tout. Pourquoi on fait pas marcher notre cerveau de telle sorte à ce que, eh ben, il pense autrement, à ce qu'il respire, à ce que on y mette un peu de jeu, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est absolument fondamental et qu'on ne fait pas assez. Donc, je vous enjoins à le faire, ça fait beaucoup de bien. Waouh, j'ai énormément parlé, il fait une chaleur, c'est un enfer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'a pas forcément parlé de mode, c'est plus, voilà, un truc lié à Internet. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup si vous êtes arrivés jusque-là. Je vous souhaite bon courage pour la suite de cette canicule, une très bonne fin de journée et de soirée. Je vous embrasse fort. Rejoignez-moi aussi sur TikTok et Insta Fashion Quiche. Gros bisous.